Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Philippe Aran, le directeur de l'Agence de développement touristique de la Marne, l'ADT, qui est également pilote de l'Euno-Tourisme Lab. Et je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour ce premier web séminaire de l'Euno-Tourisme Lab, organisé en collaboration avec le syndicat général des vignerons. Le thème donc, de ce séminaire, vous le savez, c'est comment est-ce que cette crise peut inspirer de nouveaux modèles de vente? C'est effectivement une question importante. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais en quelques mots vous présenter le No Tourisme Lab, que vous ne connaissez pas encore forcément. En fait, c'est un lab national qui a été créé il y a un peu moins de 2 ans à l'initiative de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne. Et la mission de cet Œnotourisme Lab, c'est d'apporter une aide, je dirais, la plus utile, la plus concrète possible à tous ceux qui portent des projets œnotouristiques innovants. Donc, eh bien, l'Œnotourisme Lab propose à la fois du conseil, de l'incubation via le Think Lab de Châlons, mais aussi différents services, des ateliers d'experts, de la mise en réseau, beaucoup d'autres services. Et puis donc, à partir d'aujourd'hui, des web séminaires comme celui-ci, qui est organisé avec le syndicat général des vignerons, qui est partenaire de l'Œnotourisme Lab. L'objectif donc de ce séminaire d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous donner quelques clés dans le contexte de cette crise qui est sans précédent, mais qui ne le restera peut-être pas. Une crise qui nous interroge un peu tous sur les évolutions qu'il faut apporter à nos façons de travailler, à nos outils de communication, de commercialisation, nos stratégies commerciales. Et donc, comment aujourd'hui, en tant que vigneron, on peut attirer une nouvelle clientèle? Comment la séduire? Comment la fidéliser? euh, À quel juste prix aussi vendre son champagne, ses champagnes? Sur qui est-ce que je peux m'appuyer, à part moi-même, ce qui est déjà le principal d'ailleurs. Autant de questions que beaucoup aujourd'hui se posent dans cette période où on s'est tous un peu trouvés au départ abasourdis et où maintenant on cherche des voies pour s'en sortir et pour progresser aussi. Alors certains ont profité de cette période de confinement pour créer des nouvelles offres. On va en avoir un exemple tout à l'heure. D'autres pour mener une réflexion stratégique plus globale. Toutes ces démarches, elles sont évidemment intéressantes. Alors, pour nous aider cet après-midi, cette fin d'après-midi, à répondre à cette question sur comment est-ce que cette crise peut amener des nouveaux modèles de vente, eh bien, on a demandé à 4 intervenants de venir nous faire part de leurs réflexions et de leur expérience. Et ils vont donc vous apporter des éclairages complémentaires sur ce sujet. Alors, je vais vous les présenter par ordre d'intervention, ce sera le plus simple. Alors tout d'abord, Philippe Guillard, qui est gérant de la société Cérès dans les vignes, qui fait justement partie des startups qui sont incubées par le No Tourisme Lab via le Think Lab de Châlons. Et donc, Philippe propose aux vignerons 3 services complémentaires. D'une part, du conseil en marketing dédié à l'œnotourisme, de l'accompagnement aussi à la création d'offres no touristiques qui sont expérientielles, et puis la création de logements touristiques éco-responsables pour enrichir cette offre. Et donc Philippe interviendra effectivement sur comment tirer profit de cette crise pour aller vers des nouveaux modèles de vente. Nous aurons ensuite Bertrand Trépeau, qui est responsable de la filière viticole au CD Vert et vigneron lui-même à Vanneau-le-Châtel, et président de l'association de promotion du vignoble des Coteaux Vitria. Et donc, en tant que vigneron, je suppose qu'il va tester pour lui-même les bons conseils qu'il va nous donner tout à l'heure. Et Bertrand insistera plus particulièrement sur l'utilisation de vos fichiers clients comme d'une ressource qui est évidemment clé pour vos futures ventes. Nous aurons ensuite Jacques Dabert, un expert bien connu de la profession viticole, notamment pour tout ce qui touche à la stratégie tarifaire. Et le titre de son intervention, Covid-19, la contre-attaque,
je crois, dit beaucoup de son énergie et de son engagement. Et puis enfin, nous avons la chance d'avoir avec nous Yvan Daubré, qui est donc le responsable du domaine viticole Cordeloup, en Côte-Rôtie, dans la vallée du Rhône. Yvan donc, dirige l'exploitation depuis 1991 et pendant ce confinement, il a, comme on dit, fait le buzz en créant une nouvelle offre qu'il va nous présenter, une offre de e-visite. Voilà, alors avant de donner la parole à Philippe Guillard, juste vous dire que vous pouvez évidemment poser des questions au cours des présentations. C'est Laura Bonnet de l'ADT qui est en charge de l'Oenotourisme Lab qui nous les relayera après les interventions. Alors peut-être que nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions cet après-midi, mais pour les autres, celles auxquelles on ne pourra pas répondre, une réponse sera apportée évidemment dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à poser des questions donc, via le chat sur la page Facebook de l'ADT. Voilà, Philippe, je vous laisse la parole. Très bien, bon, merci, merci Philippe. Et je vais faire la petite manipulation pour accéder au partage d'écran. Hop, voilà. D'abord, bonjour à tous. Et effectivement, comme le disait Philippe, nous, on s'est intéressé à ce sujet parce qu'on entend de nombreux experts qui nous prédisent un monde plus dur après le Covid-19. Alors bon, très réjouissante. Alors nous, on a décidé un peu de prendre le contre-pied en se disant, finalement, est-ce que cette crise permettrait de dégager des opportunités pour développer son chiffre d'affaires différemment avec des nouveaux modèles de vente. Bon. Dans cette présentation, je vais commencer par développer les opportunités que nous, on a identifiées. Et puis, dans une deuxième partie, on va voir comment ces opportunités, on les transforme en levier de vente très, très concret. Alors, la première chose, c'est qu'on s'est rendu compte que cette crise, c'était un accélérateur de mutation déjà en marche et bien connu. Nous, on en a sélectionné 3 parce que c'est celles qui nous semblent les plus pertinentes, en tout cas pour développer les ventes dans le vignoble. La première, c'est la prise de conscience écologique qui devrait nous amener vers un monde plus durable. C'est les limites aussi de l'hypermondialisation. Et l'hypermondialisation, elle a généré cette crise sanitaire mondiale. Il y a une défiance de plus en plus forte envers ce modèle qui est déjà décrié pour son impact écologique et qui devrait donc nous mener aux vertus d'une économie plus locale. Et puis la généralisation de l'usage d'Internet et notamment un digital plus humain qui a permis pendant le confinement de maintenir les liens sociaux, les liens économiques et les liens commerciaux. Voilà, donc on va les développer rapidement. C'est juste pour fixer le cadre finalement des leviers qu'on va développer dans un deuxième temps. Alors, la première opportunité, c'est vers un monde plus durable. Il y a effectivement eu une prise de conscience écologique très, très forte. Les Français redécouvrent de plus en plus les vertus d'une vie plus simple, plus proche de la nature, de valeurs sûres. Et du coup, on assiste à une attractivité retrouvée de nos terroirs et de nos traditions. Et c'est important pour le vignoble, puisque le vignoble porte ses valeurs. Donc là, on voit bien qu'il y a une première opportunité du domaine de l'image dont le vignoble peut profiter. La deuxième opportunité, c'est le digital. On a vu se généraliser un usage du digital donc au service de la relation humaine et de l'expérience. Alors, à titre professionnel, c'est l'accélération du e-learning, des webinars, du télétravail, et puis l'apparition de nouveaux comportements, les apéros, les réunions familiales à distance. Et ce digital relationnel, justement, Yvan en parlera tout à l'heure, mais c'est une opportunité pour les vignerons pour créer une relation avec de nouveaux clients, mais aussi de pouvoir pérenniser cette relation avec des prises de parole régulières et vivantes, et ainsi de pouvoir soit les faire venir dans le vignoble, soit de permettre la vente de vin à distance. Toujours dans le digital, c'est l'accélération du e-commerce
Et le e-commerce, c'est finalement le circuit de vente qui a montré le plus de résilience face à la crise, puisque il est non seulement il a permis aux clients de pouvoir acheter des produits qui n'étaient plus forcément disponibles dans les réseaux classiques, mais il s'est considérablement développé. Donc, le e-commerce, c'est une solution aussi qu'on va développer dans la deuxième partie, qui peut être un accélérateur de vente très efficace. Et puis la troisième tendance, c'est du global au local. Alors évidemment, cette année, en 2020, en termes touristiques, c'est la clientèle française qui va prendre le relais d'une clientèle internationale dont on ne sait pas très bien quand et comment elle va se redéployer. Et là, il y a un bassin de captation d'une nouvelle clientèle qui est très importante. Non seulement de captation, mais aussi des clients qui ne sont pas forcément connus aujourd'hui du vignoble, et qu'on pourra fidéliser par la suite dans les années à venir pour, là aussi, les faire venir dans le vignoble plus souvent et pouvoir favoriser la vente directe de vin. Donc, il y a un gros potentiel de développement de ce côté-là. Toujours dans l'univers du tourisme, on a certains professionnels du tourisme qui nous annoncent la mort de l'hypertourisme. Alors, c'est peut-être un petit peu radical comme point de vue, mais on voit l'émergence d'un tourisme plus humain, plus local, fondé sur la relation humaine, sur l'envie de s'enrichir pendant son voyage, de découverte des terroirs, de découverte de culture et d'un patrimoine particulier. Donc là, le vignoble a tous les atouts à disposition, à la fois en termes de qualité de terroir, de savoir-faire reconnu, de patrimoine pour pouvoir attirer cette nouvelle clientèle. Autre point de vue, c'est l'accélération du patriotisme économique. C'est quelque chose dont on parle depuis pas mal de temps. Mais aujourd'hui, les producteurs français, les agriculteurs français, ils ont répondu présent finalement pour éviter les ruptures de stock et puis les pénuries dans les magasins. Donc, il y a une reconnaissance de la part des populations pour une production économique locale et nationale plus importante. Donc, les vignerons sont aussi des ambassadeurs de la défense de cette production française, de nos traditions, et puis d'une consommation plus engagée vers une consommation donc française, et puis plus sûre aussi, parce que les produits qui sont fabriqués sur notre territoire, on sait comment ils sont fabriqués, on sait d'où ils viennent, donc il y a une traçabilité qui est plus importante. Et puis le dernier point qui est très intéressant, c'est la désintermédiation. Face à la paralysie des circuits de distribution traditionnels, plusieurs acteurs en fait ont recréé des systèmes de vente directe. Il y a un exemple intéressant, mais il y en a plein d'autres. C'est Rungis, qui était paralysé puisqu'il y avait moins de débouchés, c'était devenu très compliqué, qui a créé un site internet Rungis près de chez vous, autour de 3 objectifs, aider les producteurs français à écouler leurs marchandises, répondre effectivement à la demande de Parisiens et de Franciliens qui voulaient acheter des produits frais, et puis d'utiliser la force logistique de Rungis qui était complètement à l'arrêt. Et donc, du coup, ça dégage aussi une opportunité pour le vignoble. C'est cet esprit collaboratif d'inventivité et de créativité qui était de se dire, voilà, on n'a plus de circuit de distribution classique, comment on peut faire aujourd'hui pour écouler nos produits? Donc, il y a un modèle aussi dont on peut s'inspirer pour développer les ventes de vin. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie. Philippe, je pense que je suis dans les temps, il faut me dire si je suis en retard. Bon, donc a priori ça va. Cette deuxième partie, on a vu les opportunités, donc comment on peut les transformer en modèle de développement des ventes pour le vignoble français.
Alors nous, on a imaginé un modèle pour illustrer ces opportunités en développement concret, en outils de développement concret pour les ventes. Pour pas que ça reste un exercice de style, on a aussi validé la faisabilité de l'ensemble de ces idées, alors en termes techniques, mais aussi en termes tarifaires. C'est un modèle dont l'objectif est de créer un univers autour du vin. C'est pas seulement parce que vendre du vin, c'est aussi valoriser un terroir, c'est valoriser l'histoire d'un domaine, de valoriser l'économie locale. Donc, c'est toute une histoire, ce qu'on appelle un storytelling en marketing. C'est un modèle qui est un cycle de vente global hein, qui part de l'identification d'une cible jusqu'à la fidélisation de cette clientèle. Donc, d'abord, on va sélectionner une cible. Donc, cette cible, c'est cette nouvelle clientèle française et urbaine dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, on va créer une offre. C'est le deuxième point, proposer des expériences immersives dans le vignoble qui sont capables de donner envie de visiter un territoire et les domaines viticoles. Et puis, grâce au digital, on va communiquer, on va donner envie de venir, on va donner des rendez-vous, on va pourquoi pas non plus proposer de la vente directe en ligne. Et puis enfin, on va mettre en place un circuit de vente de logistique et de livraison et de vente en ligne performant pour permettre aussi de pérenniser les ventes tout au long de l'année. Alors, on va regarder ces 4 points un peu plus dans le détail. Parmi les qui sont possibles, on a effectivement une clientèle urbaine française qui va être un petit peu en mal de vacances cet été et qui aura envie d'aller découvrir en France des territoires qu'elle ne connaît pas forcément. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'on va travailler dans un rayon de 200 à 250 km autour du vignoble pour se dire que ces gens-là, ils peuvent venir pour une journée, pour un week-end ou plus pour des vacances un petit peu plus longues. On va travailler sur les profils de cette population, puisque aujourd'hui, le digital et les réseaux sociaux notamment nous permettent de cibler très précisément un type de population dont les centres d'intérêt et les comportements sont en phase avec ce que le vignoble peut proposer en termes d'expérience et en termes de produits. Et quand on prend les 10 ou 15 plus grandes villes françaises, on se rend compte qu'on arrive à couvrir la totalité ou la quasi-totalité du vignoble français. Alors, une fois qu'on a identifié cette cible, on va effectivement lui proposer des expériences. Donc, créer des expériences immersives qui prendront contre-pied un petit peu du tourisme de masse, hein, puisque l'idée, c'est de proposer des expériences qui vont allier le plaisir, la pédagogie autour de la vigne, de sa culture, de l'assemblage de vin, par exemple, des thèmes qui sont en vogue aujourd'hui, comme l'agroforesterie, la permaculture, etc. Troisième point, pour faire venir ces nouveaux clients, on va utiliser le digital. L'objectif étant d'utiliser les bons outils de communication au bon moment et auprès des bonnes personnes. Alors, nous, on a fixé 2 cibles prioritaires. C'est d'abord les prescripteurs. C'est à la fois les professionnels du tourisme, donc qui vont relayer tout ce qu'un domaine peut faire en termes de no-tourisme, mais aussi les clients cavistes ou les restaurateurs dans les villes, qui sont aussi des ambassadeurs des domaines viticoles et qui peuvent relayer ses activités, son actualité, etc., auprès des clients. La deuxième cible, ce sont les clients et les prospects ciblés pour faire connaître, initier une relation, leur donner envie de visiter les régions et les domaines, et puis communiquer à des moments clés, hein, des moments où on est plus à même d'acheter du vin. Voilà, ça va être les fêtes de fin d'année, la fête des pères, etc. De pouvoir ponctuer l'année avec plusieurs prises de parole pour faciliter finalement la mémorisation et accentuer la relation jusqu'à la vente de vin.
Idéalement, évidemment, chaque domaine dispose d'un site internet qui va valoriser son histoire, ses vins, ses activités touristiques. Parce qu'aujourd'hui, quand dans le parcours client, visiter un site internet devient quasi automatique pour se faire une idée sur le domaine, sur la région et tout ce qu'on peut y faire. Bien sûr, les vignerons peuvent mettre en commun certains moyens, comme la communication, pour démultiplier l'efficacité d'une campagne auprès de cette cible. Alors, une offre logistique performante. Alors, on s'est intéressé au sujet de la logistique parce que un client qui visite un domaine, qui déguste le vin, qui vit une expérience forte dans ce domaine, il a souvent envie de racheter du vin. Ensuite, quand on voit les prix d'expédition, ça peut être parfois dissuasif parce qu'on arrive à un franco de port à partir de 300 € d'achat ou quand on a des tarifs, c'est parfois le vigneron qui fait aussi un effort conséquent sur sa marge. Donc, on s'est intéressé à ce sujet et on est allé un petit peu plus loin. On a interrogé des nouveaux acteurs de la logistique et finalement qui fondent leur modèle sur le collaboratif, c'est-à-dire que plusieurs acteurs d'un même territoire, mais assez proches, se regroupent pour faire des économies d'échelle. Sur l'optimisation tarifaire, ces acteurs ont développé des outils informatifs et des algorithmes qui permettent d'optimiser les coûts en permanence. Et puis la prise en compte des contraintes de chaque marché, parce que quand on fait livrer du vin ou quand on stocke du vin, il y a des impératifs de température, de poids, de fragilité, etc. Donc tout ça est pris en compte et finalement on arrive à des solutions qui sont plus souples, qui sont plus agiles et qui permettent de faire des économies assez conséquentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a une offre logistique performante, ça permet aussi d'animer sa communauté de clients régulièrement. Et là aussi, en fonction des opportunités, des événements calendaires, etc., de pouvoir communiquer de façon régulière sur cette communauté de clients. La vente directe en ligne, puisque voilà, la vente directe en ligne, c'est devenu un petit peu la norme aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je veux pouvoir commander quand je veux et en quelques clics. Voilà, et puis le vin, c'est aussi un achat plaisir, c'est aussi un achat d'impulsion. Donc, il faut cette souplesse-là dans les commandes et dans les achats. Là aussi, on a approfondi cette question parce qu'il y a des sites e-marchands qui sont des grosses machines extrêmement onéreuses. Et nous, on s'est rendu compte qu'on peut développer des modules de vente très souples, très simples, qui correspondent en tout cas aux attentes d'un vigneron et que ce module, on vient le plugger sur un site internet existant et voilà, il fonctionne et il fait son travail de commande et de livraison. Et ça, on peut le faire directement sur le site des vignerons. Et puis, une autre idée pour développer durablement son activité, c'est l'hébergement touristique au domaine. Alors, évidemment, plus un client ou un touriste va rester longtemps dans un endroit, plus il va consommer sur place et plus le client sera intéressant. Il y a aussi un axe de développement qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'hébergement touristique éco-responsable avait une aura et une attractivité beaucoup plus forte. Il y a des études qui ont été faites, notamment une de Website Holidays, qui est un professionnel du tourisme, qui a fait ces études et 75% des touristes déclarent dans cette étude donner leur préférence à un hébergement touristique éco-responsable. Donc il y a un potentiel de développement autour de l'éco-responsabilité qui est important. Et puis enfin, voilà, en conclusion, nous, ce qu'on a observé au cours de ces différents mois et des études qu'on a épluchées et des rencontres qu'on a faites, c'est qu'on voit émerger une économie qui est plus collaborative, qui est née finalement de la nécessité de s'unir pour surmonter la crise, mais qui a ceci aussi de vertueux, c'est qu'elle peut perdurer pour donner naissance à des modèles qui permettent l'économie d'échelle et qui permettent
communiquer de façon plus puissante. On a vu l'émergence aussi de nouveaux outils digitaux qui sont les plateformes de collaboration, de partage, de vente en ligne, qui deviennent des facilitateurs de cette transition et qui sont soit gratuits et en tout cas très faciles à utiliser. L'usage d'un digital au service du bien social, de la relation humaine, de l'expérience qui est entrée dans les mœurs, puisque voilà, pendant le confinement, c'est devenu le moyen unique finalement de communiquer entre amis ou en famille. Et puis c'est un outil aussi de développement commercial intelligent, puisque ce partage humain, c'est aussi de la pédagogie, c'est aussi le fait de pouvoir montrer des choses, c'est les prémices d'une expérience qu'on peut vivre sur le domaine. Et puis enfin, la transition écologique qui s'accélère avec un intérêt accru pour nos territoires et ses productions. Et puis la croissance d'un tourisme plus vertueux, plus local, en quête d'expérience et de découverte, et auquel le vignoble français a tous les atouts pour pouvoir répondre. Donc, merci pour votre attention, et puis je serai bien sûr à vos dispositions tout à l'heure pour répondre à vos questions. Merci Philippe. On va passer la parole maintenant à Bertrand Trépeau. Merci Philippe, j'enchaîne. Ouais. Je vais directement vous mettre ma présentation. Alors, hop. Et on y est. Donc en un mot, Philippe m'a présenté rapidement. Moi, je suis donc responsable du marché viticole chez CDER. Je suis également vigneron dans les Coteaux-Vitriat. Et donc là, avec la casquette de CDER, je vais vous parler donc de fichiers clients. CDER, c'est un cabinet comptable qui, en plus de faire de la comptabilité, fait du conseil et dans beaucoup de domaines, dont la commercialisation, ce qui peut être peut-être un peu surprenant pour certains d'entre vous. Donc, dans cet accompagnement commercial, on aide un certain nombre des vignerons à travailler et à améliorer l'utilisation de leurs fichiers clients. Alors, en introduction, moi, je voudrais replacer un peu ce qu'on vient de traverser, ce qu'on vient de vivre au niveau de la Champagne. Avec les mois de confinement, on a eu les chiffres en ce qui concerne les vignerons. On sait que les ventes des vignerons en mars ont reculé de 45,5%. Et en avril, ça fait un peu peur, de 79,2%. Donc, on a des pourcentages assez anxiogènes. Il ne faut pas oublier que mars et avril, alors on n'a pas le chiffre pour mai encore, ça ne doit pas tarder, mars et avril, ça ne représente en moyenne dans une année commerciale champenoise que 13% des volumes. Ça permet quand même de replacer ces très mauvais chiffres dans une échelle annuelle. Et le but du graphique que je vous ai mis, c'est par trimestre de vous montrer le poids de chacun de ces trimestres tout au long de l'année. Donc moi, je vais surtout vous parler du quatrième trimestre, comme je le mets dans la diapo 2020. C'est pas encore fichu, rien n'est joué, parce que le dernier trimestre, il pèse 49% en moyenne des volumes vendus par les vignerons en Champagne. Ça prouve aussi qu'on est très inquiet sur ces histoires de seconde vague, notamment de ce qui pourrait revenir si la Covid était une grippe saisonnière et qu'elle revenait à l'automne, parce que ce serait le pire moment pour la commercialisation du champagne. Bon, il semblerait qu'en Chine, il y ait déjà des signes alors qu'on n'est pas à l'automne. Mais ce n'est pas grave, on va être positif, on continue. Et pour tirer le meilleur de ce quatrième trimestre qui pèse quand même 46% des ventes, effectivement, le créneau dont je vais vous parler, eh bien, c'est de travailler son fichier client. Alors, en parlant de fichiers, je vais mettre quelques chiffres sur ces fichiers clients. Sur un échantillon donc, de vignerons qu'on accompagne sur la commercialisation et à travers leur logiciel de gestion commerciale, on voit que ce fichier, en moyenne, représente 5371 clients. Oui, c'est très précis. Ça fait beaucoup de clients dans le fichier, mais il est intéressant de regarder le graphique que vous avez pour un peu comprendre comment se répartissent en fait ces clients. Vous avez, au cours de l'année, à peu près 11% du fichier qui va commander. 4%, ce sont des nouveaux clients, 7%, ce sont d'anciens clients qui réachètent. C'est les zones orange et grises sur le graphique. Donc, ce qui veut dire quand même qu'en moyenne, vous avez dans les clients de l'année, ceux qui commandent, un tiers de nouveaux clients. C'est énorme par rapport à bien des secteurs. Vous avez ensuite en jaune sur ce graphique 10% des personnes de votre fichier qui ne vous ont pas commandé cette année, mais qui étaient clients les années précédentes, les 2 années précédentes. Donc, visiblement, vous ne les avez pas vus,
mais pas peut-être encore complètement perdu, puisque la dernière relation commerciale ne remonte pas à si longtemps. Et puis, vous avez les 79 autres pourcents, qui sont ceux dont vous n'avez plus de nouvelles depuis près de 3 ans. Alors ça montre qu'un fichier client, ça se travaille et ça se nettoie, parce que dans les 79%, vous avez des gens qui n'habitent plus à l'adresse indiquée. Vous avez des gens qui sont disparus, qui ont été convoqués par Saint-Pierre. Tout ça, ça se travaille parce que petit à petit, le fichier grossit, grossit. Et en tout cas, ce qui est évident, c'est que ça ne sert à rien d'envoyer un mailing ou une offre commerciale à 5371 adresses différentes. L'autre pourcentage que je vous ai mis, c'est le taux d'activation. Alors ça représente quoi? Ce sont les clients, les anciens clients qui ont acheté cette année sur la totalité de votre fichier client, donc 7%, ce qui veut dire que le pourcentage qu'on active quand même sur le fichier, il est relativement faible dans l'absolu et si on compare à des moyennes observées dans d'autres secteurs d'activité. Donc vous avez 2 stratégies pour essayer de maximiser votre 4e trimestre. Soit vous allez chercher plus de nouveaux clients, soit vous activez davantage vos clients qui sont déjà présents dans votre fichier. Alors, aller chercher plus de nouveaux clients, vous savez comment ça se traduit, c'est plus de salons, plus de portes ouvertes, plus d'événements pour essayer de rencontrer justement ces prospects, ces nouveaux clients. Et vous connaissez aussi le prix qu'ont tous ces salons ou ces portes ouvertes et l'énergie qu'il y a pour les organiser. Alors, la stratégie dont je vais surtout vous parler, c'est celle d'activer votre fichier client. Alors, activer, oui, mais pas n'importe comment. Pour ça, il y a un travail de segmentation à faire de vos clients. Donc, vous voyez là, par exemple, on répartit les clients sur cette image très parlante en fonction de groupes qui pourraient se ressembler dans leurs pratiques, dans leurs achats ou autres. Alors, pourquoi on segmente? Parce qu'il y a certains clients qui sont plus intéressants que d'autres, plus intéressants économiquement, plus intéressants parce qu'ils sont en croissance, plus intéressants dans leur potentialité de commerce que d'autres. Et puis, parce que vous n'avez pas… Votre ressource en temps, en général, est assez faible et que le temps que vous investissez dans la réactivation et dans le commerce, il faut qu'il soit investi sur les bons segments, sur ceux qui sont dynamiques, sur ceux qui pèsent vraiment par rapport à votre clientèle. En fait, vous comprenez que l'idée avec ce que je vais vous raconter, c'est d'arrêter un marketing à taille unique où on traite tous les clients pareil, où on va faire la même offre commerciale, pour parler très concrètement, à tout le monde et on va envoyer le même mailing à tout le monde. L'idée, c'est quand même de faire des segmentations, des rapprochements de clients pour leur faire des offres dédiées, pour leur parler d'une manière plus adaptée. Quand vous êtes vigneron, vous avez rarement une seule bouteille dans votre gamme parce que vous savez qu'il y a plusieurs goûts chez vos clients. Là, c'est un peu pareil. On ne fait pas du marketing unique et on va spécialiser un petit peu nos actions par rapport à ces différents segments. Je vais faire un préalable juste avant de vous parler de segments parce que on vient d'en parler avec Philippe Guillard juste avant. On a passé avec le confinement une nouvelle étape dans l'utilisation du numérique et notamment sur notre fichier client, il y a une donnée qu'on récoltait assez peu jusqu'à présent et qui va devenir clé, c'est l'adresse mail. C'est très intéressant parce que quand on va commencer à faire plusieurs mailings, par exemple, eh bien, on a tout intérêt à avoir des adresses mail parce que ça coûte moins cher que d'envoyer des mails postaux. Et puis, en général, une adresse mail, vous la gardez toute votre vie, alors qu'une adresse postale, eh bien, ça ira au gré des déménagements. Et je vous souhaite d'avoir des clients jeunes que vous allez suivre petit à petit. Ce serait bête de les perdre pour une histoire de changement d'adresse physique. Donc, quand vous avez un nouveau client, il faut systématiser la question et la petite case à remplir sur l'adresse mail. Vous pouvez, c'est l'exemple que je vous ai mis dans la diapo, j'ai vu ça chez quelques confrères, je trouve ça super, dans un mailing papier, mettre une petite carte qui explique que pour faire des économies de papier, vive la planète, etc., vous proposez d'envoyer les choses maintenant de manière numérique et que vous auriez besoin de leur mail. Et là, la bonne idée, par exemple, c'est de mettre un QR code. Vous passez juste avec votre smartphone l'appareil photo et hop, ça renvoie sur un petit Google Form tout bête qui prend 10 secondes et qui est gratuit, où vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail et comme ça, très facilement, sans avoir besoin de vous écrire et de vous envoyer par la poste quoi que ce soit, vous récupérez, vous récoltez les mails de vos clients. Et puis, vous avez quelque chose, un dernier conseil que vous avez probablement vu parce qu'on pratique tous le e-commerce, c'est tous ces sites qui nous encouragent à s'inscrire à la newsletter moyennant une réduction à l'inscription de la newsletter. Bon, ça, c'est compatible avec les nouvelles normes européennes RGPD par rapport à la gestion des données, mais je ne vais pas ouvrir ce domaine-là, il nous faudrait au moins 2 webinaires pour parler de RGPD, donc on va rester là.
En tout cas, récupérer des emails, ça vous permet de multiplier vos newsletters ou vos emailing. N'en faites pas trop, c'est assez intrusif. Et ensuite de réduire les coûts quand même et de s'adapter à cette digitalisation galopante. Alors, je ferme la la parenthèse plutôt, sur les adresses mail et je vais vous parler de segmentation. Alors, pour revenir à la segmentation, ici, je vais vous parler de 3 types de segments, on va dire les plus classiques qu'on peut faire chez tout le monde, les nouveaux clients, les gros clients, les clients perdus. Mais bien entendu, quand on accompagne un vigneron, il y a plein de spécificités. Il y a des vignerons qui sont très tournés vers l'export. Donc, un des segments, par exemple, ça va être les importateurs. Vous avez des vignerons qui travaillent énormément avec des dépôts. Et ben, il y a un segment particulier de clients qui vont être les dépôts, etc. Mais pour pouvoir avoir des choses plus générales, et puis dans le temps imparti, je voulais vous parler de ces 3 segments qui sont vrais pour tout le monde, les nouveaux, les gros clients et les clients perdus. Alors, les nouveaux clients, vous avez eu donc l'occasion d'avoir un contact commercial avec eux et de leur vendre leur première bouteille de champagne de votre domaine. Ce qu'il va falloir absolument garder, c'est le fil. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est plutôt bon en champagne pour avoir des nouveaux clients puisque 1/3 des gens qui commandent sont des nouveaux clients. Par contre, le chiffre qui m'inquiète beaucoup plus, c'est seulement 1 sur 4 sera client encore l'année prochaine. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 3/4 des nouveaux clients qu'on ne voit plus. Donc, quand on les a alpagués, il faut absolument au maximum garder le lien. Et c'est vrai que pour ça, vous avez un outil formidable, c'est les réseaux sociaux. Ça coûte pas cher, ça coûte du temps, d'accord, mais pourvu qu'Instagram et Facebook restent, et tant mieux, gratuits le plus longtemps possible, c'est une façon de garder le lien et de mettre périodiquement des informations. C'est complémentaire de ce que vous pouvez faire en newsletter ou en mailing, parce que c'est moins intrusif. Les personnes choisissent de vous suivre. À tout moment, elles peuvent se désabonner de votre page ou de votre compte. Et en plus, ça apparaît dans un flot d'autres informations. Donc, ce n'est pas comme un SMS, ce n'est pas comme un mail. Petit détail pour ça, pensez bien dans vos caveaux à mettre des autocollants. J'en vois de plus en plus et c'est une bonne chose. Disant suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram, etc. et en mettant les adresses ou les pseudos à chaque fois. Eux, l'offre typique qu'on peut leur faire aux nouveaux clients, c'est dans le mailing qui suit, les remercier de les compter comme clients, qu'on est ravis, qu'on est à peu près sûr que ça a dû leur plaire, et de leur proposer une offre plutôt basée sur la diversité, sur le panachage, de proposer de goûter le reste de la gamme par rapport à ce qu'ils ont acheté. Parce que la caractéristique du nouveau client, c'est qu'il n'a probablement pas encore chez vous des habitudes. Si vous avez un client depuis 15 ans qui vous achète que de la cuvée réserve, ce n'est pas la peine de lui faire une offre sur le blanc de blanc, puisque lui, de toute façon, son truc, c'est la réserve. Alors qu'un nouveau client, vous pouvez encore jouer le rôle de la diversité et s'assurer qu'il a bien profité et compris l'étendue de votre gamme. Ça, c'est typique du nouveau client. Les gros clients, je parle de là, gros, c'est à vous de mettre le curseur. Ce que je vous conseille de faire dans votre fichier client, c'est de faire un tri en prenant par exemple les 10 ou les 20 plus gros. Alors, le plus important déjà, c'est de les connaître, de les appeler. Cela, vous ne pouvez pas vous contenter de leur envoyer un mailing, il faut leur passer un coup de fil. Vous devez avoir leur téléphone, vous vous débrouillez pour l'avoir, sauf cas particulier, et les avoir au téléphone pour savoir comment ça va. Et ils ont comme caractéristique, s'ils sont des gros clients, de représenter un poids économique très important pour vous, mais très souvent, par leur nature, ce sont des personnes chez qui vous allez déléguer l'acte commercial. Je m'explique, quand ce sont des importateurs, c'est eux qui présentent votre domaine à des distributeurs. Quand ce sont des restaurateurs, c'est eux qui présentent votre vin à des consommateurs, à des clients. Quand ce sont des cavistes, c'est eux qui présentent votre vin, etc. Donc, vous leur déléguez une partie de l'acte de vente. Ils ont besoin d'un maximum d'informations sur votre domaine pour pouvoir, dans leur processus, eux, de vente, être convaincants et présenter vraiment des caractéristiques du domaine. Il me semble important pour ces gros clients de penser à les inviter à des événements au domaine parce que le lien que vous devez former avec eux, il doit être particulièrement fort pour être durable. Les meilleurs événements pour inviter des pros, ce sont les vendanges, ce sont le moment de l'assemblage et des vins clairs parce qu'on voit un peu l'arrière-boutique de comment on fait un champagne, etc. Il faut penser à les inviter au domaine, à avoir une relation vraiment personnalisée et forte avec eux. Ensuite, selon leur nature, je vous parlais des importateurs. L'importateur, le meilleur cadeau que vous pouvez lui faire, c'est d'aller faire un wine dinner avec lui, donc d'animer une dégustation au cours d'un repas pour montrer à des dégustateurs ou à des gros clients votre champagne et comment il va avec de la cuisine. Un caviste, c'est d'aller faire des animations chez lui, etc., etc. Les clients perdus. Alors, les clients perdus,
c'est un segment qui est hétérogène. Vous pouvez avoir des clients perdus parce que ce sont des clients que vous avez depuis longtemps. Ils ont vieilli dans le cycle de vie d'un client et aujourd'hui, ils ont un pépin de santé, ils sont plus en forme, etc. Ils arrêtent de consommer de l'alcool. Donc ceux-là, ça ne sert à rien de continuer à leur envoyer des offres. S'ils ont arrêté, ils ont arrêté. Par contre, quand vous avez perdu des clients, vous pouvez déjà retrier ces clients perdus sur ceux qui représentent un volume important. Moi, j'ai souvent en tête, à partir de 120 bouteilles, ça vaut le coup de passer à nouveau un coup de fil et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi on n'a pas eu de commande cette année? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut comprendre pour améliorer, des fois pour se dire qu'on ne peut rien y faire, mais ça vous fera toujours avancer d'avoir cette conversation-là, quand c'est possible, bien entendu, avec les clients importants que vous avez pu perdre. Bien sûr, vous pouvez envoyer un mailing, alors je tiens à l'email parce qu'au moins c'est pas cher, à tous les clients que vous avez perdus. Vous savez que le taux de succès va être faible puisqu'ils sont partis. Le meilleur message que vous pouvez leur passer, c'est un message à travers une newsletter sur de l'actualité du domaine. Par exemple, vous venez d'avoir une médaille, vous venez d'avoir une labellisation environnementale, vous lancez une nouvelle cuvée, vous refaites l'habillage, tout ce qui peut montrer que le domaine évolue et qu'il bouge. S'ils sont partis, c'est qu'à un moment, ils n'y ont pas retrouvé leur compte. Donc, le meilleur argument que vous pouvez avoir avec eux, en plus d'une offre commerciale, ça, bien entendu, il va bien falloir appâter un peu le chaland, mais c'est de leur parler de ce qui a bougé dans le domaine, parce que c'est ça qui peut renouer leur intérêt sur votre offre. Ça, c'était pour les 3 segments, vous donner un peu des pistes de communication, de contenu de mailing et de relations un peu particulières qu'on peut avoir avec ces segments-là. Pour finir, je voulais vous dire un mot sur le fait que les mailings, travailler son fichier client, ça s'inscrit un peu dans un écosystème qu'on peut dire digital aujourd'hui et qu'on doit vouloir le plus cohérent possible. C'est-à-dire que dans la relation qu'on va avoir avec nos clients demain, il y a les réseaux sociaux, il y a le site Internet, il y a le mailing. Pareil, Philippe vous en a parlé juste avant, un site Internet, c'est important parce qu'on va pouvoir y mettre des informations, notamment très techniques, des fiches techniques pour répondre aux questions des professionnels. Ça, vous ne pouvez pas le mettre facilement sur les réseaux sociaux, ce n'est pas adapté. Les réseaux sociaux, on garde le lien, on parle d'actu, on met des photos sympas. Il n'y a pas beaucoup de contenu, il faut faire light, il faut faire fun, il faut faire différent. Alors que le site Internet, là, on va pouvoir mettre beaucoup plus de choses techniques, beaucoup plus de choses construites. Ce n'est pas que des photos et de la bonne humeur. Et puis, au milieu, vous avez vos mailings, plus rares que les réseaux sociaux, mais qui sont le cœur de votre offre commerciale. Et c'est sur ces mailings, n'hésitez pas à en faire 2-3 par an, mais après, ça me semble un peu un maximum en termes de régularité. Et de bien penser dans les segments à faire des offres différentes et pas la même offre pour tout le monde. Voilà, je vous ai tout dit sur le fichier client pour ce soir. Merci beaucoup, Bertrand. Je pense que c'était vraiment intéressant et très, très concret. Je pense que c'est ça qui est important pour les personnes qui suivent le séminaire. Je vais passer maintenant la parole à Jacques Dabert. Donc, il met en place son... Alors, mon micro a été réactivé par l'animateur. Voilà, c'est parfait. Je partage mon écran. Donc, on a vu que votre intervention s'appelle... Le suspense est total. La contre-attaque. Me voyez-vous? Ce n'est pas le Covid qui contre-attaque, c'est plutôt à nous de contre-attaquer, c'est ça? En fait, j'espère que ça ne sera pas le Covid qui va contre-attaquer. Mais il est taquin, il est taquin. Voilà. Suis-je à l'écran? 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est bon. C'est bon? Oui, parfait. pas de souci. Très bien. D'abord, merci à la grosse, plus d'une centaine de vignerons qui sont avec nous. Je sais ce que ça représente dans une journée de travail pour vous de passer, de prendre 1 heure. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur des intervenants précédents. Et puis, je souhaite bon courage aussi à notre ami à la régie qui passe les slides, les diapos, puisque en fait, j'ai 1/4 d'heure pour 45 slides. Donc, on va perdre des points. S'il y a des radars, c'est certain. Voilà. Donc, Covid-19, la contre-attaque. J'ai peur de casser un peu l'ambiance par rapport à notre ami Bertrand. Effectivement, 2020 n'est pas foutu. Mais j'ai vu un film où un gros bateau cognait un iceberg et les gens à bord disaient « oui, mais il est insubmersible ». Bon, de mémoire, environ 1900 morts. Donc, il y a quand même un truc qui ne marchait pas bien sur ce bateau, incontestablement.
Et pour contre-attaquer donc contre le Covid, je pense que le no-tourisme est un atout capital et l'organisation de ce webinaire par M. Aran est vraiment bienvenue. Il faut tirer toutes les ficelles. Le no-tourisme est un atout capital si on sait jouer des tarifs, c'est-à-dire si à partir du moment où le client est chez vous, hop, vous avez fermé les portes, il ne faut pas qu'il s'enfuit, mais il faut lui prendre ses sous, gentiment, bien sûr. Alors, je commence avec deux graphiques qui peuvent un peu faire peur. Donc là, effectivement, ça va casser l'ambiance. Ce graphique, c'est l'illustration des des expéditions de champagne dans le monde entier depuis 1900. Ça ne nous rajeunit pas. Et les hypothèses de vente pour 2020. J'attends qu'ils arrivent sur Facebook. Hop. Voilà. Donc, le premier graphique, vous voyez, 1900, en fait, de 1900 à 1960, il y a eu des guerres mondiales, des crises, la grippe espagnole, enfin, une foule de choses. Et le champagne, on est resté complètement indifférent, puisqu'en gros, en 1900, on vendait 28 millions de bouteilles. En 1960, 42 millions. 60 ans pour passer de 28 à 42, franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Et puis, d'un seul coup, hop, voilà que le pétrole jaillit du fond du jardin. Et pendant 10 ans, pratiquement, pendant une trentaine d'années, pratiquement tous les 10 ans, on vend 100 millions de bouteilles en plus. Jusqu'à ce qu'on arrive au taquet, puisque, comme on le sait, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et on vient taper sur la barre des 300, 330 millions de bouteilles. La fête est finie, on ne peut plus s'en sortir par la croissance des volumes, il faut valoriser. Et là, alors là, le coup de couteau dans le dos, Madame Covid arrive avec une première estimation qui est d'une perte qui nous amènerait à 250 millions de cols. C'est à peu près ce qu'on a connu au moment de la première guerre du Golfe ou au moment de la crise des subprimes. J'oublie l'an 2000 qui était juste un phénomène de surstockage. Hein. Donc on arriverait à 250 millions de bouteilles, on repart 30 ans en arrière. Personnellement, j'ai 65 ans, je ne vois pas d'inconvénient à revenir 30 ans en arrière, mais commercialement, ce n'est pas forcément une excellente nouvelle. Et si on prend la deuxième hypothèse que moi, je n'aurais jamais osé présenter, mais il se trouve qu'elle a été présentée par le comité Champagne, c'est-à-dire à la fois par les vignerons et par le négoce. La deuxième hypothèse, elle va arriver sur votre écran dans un instant. Là, à mon avis, elle est simplement catastrophique. Elle dit que l'on pourrait tomber à 200 millions de bouteilles. Donc là, on passerait de 300 et quelques à 200 millions de bouteilles, et c'est certain, il va y avoir des morts. Donc le deuxième graphique va arriver. Et vous verrez que ça nous ramène 40 ans en arrière, c'est-à-dire que là, on revient dans les années 80. Et dans les années 80, évidemment, ça va être absolument terrible si, hélas, effectivement, le quatrième trimestre ne nous sauve pas. Un petit problème de diapo peut-être. Hop, voilà. Donc 200 millions de bouteilles. On vient de 297. D'accord, peut-être certains négociants ont un peu chargé leur stock à l'étranger. Enfin, quand même, on était à 297. Là, on tomberait à 200 millions. C'est vraiment très grave. J'attends le graphique sur Facebook. Voilà. Donc 200 millions de bouteilles. Là, on repart 40 ans en arrière. Et là, c'est une véritable catastrophe. C'est d'autant plus grave que nous avons déjà un stock qui est très excédentaire puisque au 31 juillet de l'année dernière, nous avions à peu près 1,4 milliard de bouteilles en stock, tout compris. Mais 1,4 milliard de bouteilles, ça se comparait à environ 300 millions de bouteilles vendues. Donc on était dans la banlieue des 5 millions de bouteilles. Si jamais on est à 200 millions de bouteilles vendues en 2020, avec un stock qui, même en réduisant le rendement, restera aux alentours d'1,4 milliard, vous vous rendez compte qu'on va passer pratiquement à 7 millions à 7 années de stock.
où est-ce qu'on va les mettre, comment on va les financer, et est-ce que même ces vins sont capables d'attendre 7 ans pour être consommés. Et puis, je finis la partie sortez vos mouchoirs en rappelant que le marché français se casse la figure depuis 10 ans. Or, en volume, c'est quand même le principal marché. Et il se casse la figure, en particulier pour la famille des vignerons, qui est maintenant largement passé en dessous des 50 millions de bouteilles. On était à 47 millions l'année dernière. Pour mémoire, en 2010, on était à 66 millions. C'est donc une chute absolument énorme pour les vignerons. C'est 28% de baisse de volume sur le marché français, qui est leur principal marché. Bon, donc, dans ces conditions, les premières choses à faire, à mon avis, il y a 3 actions préliminaires que j'ai déjà présentées à mes clients. Le premier point, c'est de ne pas faire l'autruche, c'est-à-dire vous estimez honnêtement les dégâts pour votre exploitation. Et quand je dis ça, ça veut dire vous mettez des chiffres sur du papier. Donc, vous avez votre comptable, avec un peu de chance, le CDER justement, qui vous aide à faire des calculs et à vous rendre compte du trou énorme qui va se créer dans votre trésorerie mois par mois, et ça sur 12 mois glissants. Vous devez faire un plan de trésorerie jusqu'au mois de juin 2021 en intégrant diverses hypothèses de baisse des volumes, des baisses sévères et de baisse également de rendement. Une fois que vous avez fait ça, il faut financer ce trou. Donc, financer ce trou, c'est aller chercher, par exemple, les fameux PGE, les prêts garantis par l'État. Pour mémoire, à ce jour, dans la Marne, le taux de refus des PGE, c'est 2%. Donc, 2%, franchement, ça vaut le coup d'aller demander. Après, vous pouvez avoir un soutien bancaire sous toute forme. Vous pouvez demander la compréhension des bailleurs lorsque vous n'êtes pas propriétaire de l'ensemble du foncier que vous exploitez. Vous pouvez recourir à un patrimoine personnel ou familial. Et puis surtout, et là, on revient dans le vif du sujet, et en particulier le no-tourisme et l'exploitation du fichier client, c'est lutter contre la chute de l'activité. Et là, je dis, devenez des guerrilleros. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus la bataille de Reichshoffen. Aujourd'hui, c'est vraiment de la guérilla. Il faut tirer sur tout ce qui bouge, il faut créer des embuscades, il faut utiliser toutes les opportunités. Ça se joue toujours plus sur le terrain que sur les claviers. Je n'ai rien contre le digital, le numérique, les réseaux sociaux, les blogs, machin, etc. Tout ça sert, mais fondamentalement, il faut avoir devant vous des gens qui ont des sous dans la poche et qui sont prêts à s'en séparer. Voilà. Donc le premier point, où en êtes-vous donc de ces 3 actions? Ne pas faire l'autruche, financer la chute de l'activité et lutter contre justement la baisse de cette activité. Je crois que le point absolument fondamental, si vous deviez retenir que 2 ou 3 choses de ma partie du webinaire, c'est que vous ne devez pas vous tromper sur ce que vous vendez. Vous ne vendez pas une boisson. Vous ne vendez pas une boisson. Vous ne vendez pas une boisson. Voilà. Ce que vous vendez, c'est ce que les Américains appellent places, faces, stories, c'est-à-dire vous vendez le lieu où vous êtes, votre vignoble, votre village, la jolie église du XIVe siècle, le coucher de soleil, le vieux lavoir, etc., etc. Vous vendez, vous, votre visage, votre enthousiasme, votre passion pour votre métier, et vous vendez votre histoire. Votre grand-père, comment il a réagi au phylloxéra, dans quel état il a retrouvé ses vignes et ses caves après le bombardement ou après le passage des Allemands, etc., etc. C'est ça que vous vendez. Vous vendez votre lieu, vous vendez votre visage, vous vendez votre histoire. Vous vendez une expérience. Il y a d'ailleurs aujourd'hui différents bouquins que vous pouvez trouver à droite à gauche sur ce qu'on appelle l'économie de l'expérience, c'est-à-dire vous vendez une expérience, vous ne vendez pas un produit, vous ne vendez pas une boisson. Et ça, c'est très important. Et avec ces 3 choses, le lieu, le visage, votre enthousiasme et votre histoire, votre client achète une expérience. Quand il achète une bouteille, il n'achète pas un liquide, il achète cette expérience, ce contact, votre charme, votre passion. Et avec ça, il construit des souvenirs et c'est comme ça qu'il va revenir ou pas.
Si 3/4 de vos nouveaux clients ne reviennent pas, c'est parce que l'expérience n'a pas été satisfaisante. C'est parce qu'ils ont seulement acheté une boisson. Et quand j'achète une boisson, j'achète ma boisson n'importe où. Mais si je veux acheter le champagne de M. Trépeau parce qu'il m'a montré plein de choses, parce qu'il est sympathique, parce qu'il m'a raconté l'histoire de son grand-père qui revenait de la guerre, etc., je reviendrai chez lui. Parce que je n'achèterai pas du champagne, j'achèterai Bertrand Trépeau. C'est ça qui est important. Et dans ces cadres-là, le no-tourisme, c'est absolument vital. La meilleure expérience que vous pouviez donner à un client, c'est justement le no-tourisme. Donc, faire venir sur place le client et le prospect, c'est-à-dire le client éventuel, c'est absolument impératif. Pour ça, vous devez tirer toutes les ficelles. Quand vous faites justement l'exploitation de votre fichier client ou quand vous travaillez sur les réseaux sociaux, il faut utiliser tout ce qui est à votre mesure. Et là, c'est le métier de M. Aron, mais il y a plein d'événements régionaux passionnants chaque année dans nos régions, organisés par les différents comités de tourisme. Eh bien, vous, comment est-ce que vous les exploitez? À combien d'événements régionaux chaque année invitez-vous vos principaux clients en leur proposant de venir avec des amis? Parce que quand je dis inviter à des événements régionaux, attention, ça ne va pas dire qu'on va leur offrir des places, qu'on va payer des tickets, qu'on va payer des entrées. Ça veut dire simplement qu'on leur dit 4 ou 5 semaines à l'avance, voilà, il va se passer ceci à 15-20 km de la cave, ça pourrait vous intéresser, profitez-en pour venir, on prendra un pot ensemble, on papotera, voilà, ça me fera plaisir de vous voir. Surtout, on ne va pas leur dire, et puis vous repartirez avec 4 cartons. Ça, on le fera quand ils seront sur place et qu'on aura fermé les portes derrière eux. Mais fondamentalement, il faut qu'ils viennent. Et ça, une fois, enfin, vous avez une foule d'occasions. Si je parle simplement de Reims et Épernay, et là j'oublie un peu l'Aube et je présente toutes mes excuses à l'Aube qui a fait par exemple cet été une route du Champagne qui était particulièrement réussie. Mais vous avez les fêtes johanniques, vous avez le rallye de Champagne, vous avez des événements alors qui sont plus, comment dirais-je, naturels, mais la fleur, invitez vos clients à venir voir eux-mêmes ce que c'est que la fleur et un bébé grappe. La plupart n'ont jamais vu un bébé grappe, ben, c'est passionnant. Vous avez les flâneries musicales avec le pique-nique. Vous avez le marathon, vous avez Run in Reims. Alors d'accord, les marathoniens, en règle générale, ne commencent pas par prendre du champagne. Mais tous les gens qui les entourent peuvent. Ils viennent fêter la participation, ils viennent fêter éventuellement une victoire, etc. Vous avez la marche des réconciliations. Le Brame, par exemple. Le Brame, c'est passionnant, le Brame du Cerf. C'est totalement gratuit. Donc vous invitez vos clients à venir la nuit entendre le brame du cerf, c'est l'occasion, encore une fois, avec un pull, de faire un pique-nique, de partager une flûte, et c'est des souvenirs absolument magnifiques. En plus, s'ils viennent avec leurs enfants, enfin, c'est le papa de Bambi, enfin, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous avez les habits de lumière. Les habits de lumière, c'est élégant. Alors vous allez me dire, oui, mais donc ils vont chez d'autres champenois. On s'en fiche, ce n'est pas le problème. Ils viennent en Champagne, avec vous. Ils voient un feu d'artifice, ils voient une jolie fête, etc. En 2019, on a même eu gratuitement le Tour de France, avec quand même 2 étapes du Tour de France, et le mondial de foot. Franchement, qui pouvait faire mieux? Eh bien, est-ce que vous exploitez à fond toutes ces opportunités qui vous sont offertes gratuitement par les offices du tourisme? Jacques, alors après, peut-être un peu plus vite pour la fin? Oui. Merci. C'est parce que j'essaie d'être au rythme des slides, c'est ça mon problème. Parce que là, les slides sont un peu en retard. C'est normal, il faut... Oui, mais je comprends. Alors, le point, c'est, une fois que le client ou le prospect est chez vous, à quel prix allez-vous proposer les cuvées? Ça, c'est capital. Parce que ce qui se passe, et c'est tragique, c'est qu'en règle générale, le seul tarif disponible à la cave, c'est le tarif le plus bas. C'est-à-dire le tarif auquel vous vendez vos champagnes aux clients qui vous les achètent depuis 30 ans et qui donc depuis 30 ans ont pris de mauvaises habitudes en termes de prix. Là, j'ai anonymisé pour vexer personne, mais c'est le type de tarif que vous pouvez avoir quand vous allez visiter une exploitation champenoise. Donc la bouteille est à 14 €, donc c'est un prix de casse,
c'est un prix qui est à l'os, sur lequel on ne peut plus faire aucune remise. Et en plus, c'est un prix qui fait de vous donc un petit champagne. Ce n'est pas un champagne de vigneron, c'est un petit champagne pas cher. Comment voulez-vous vous en sortir avec ça? Vos clients historiques, ils viennent acheter un champagne pas cher. Donc ça fait 30 ans que vous n'osez pas augmenter les prix, et vous avez raison, parce qu'ils n'achètent pas une qualité, ils n'achètent pas votre image, ils achètent un prix. Donc moins c'est cher, mieux c'est. Et c'est ça vraiment le problème. Votre rentabilité également est dégradée. Votre rentabilité est dégradée parce qu'à ce prix-là, vous vendez au minimum, minimum, minimum. Très souvent d'ailleurs, vous vendez à la limite de votre prix de revient. Et puis, surtout, en ayant un prix unique, vous êtes dans une clientèle unique. Que je vous commande depuis 30 ans, ou que je passe par hasard, que je vous commande 20 cartons ou 3 bouteilles, que je sois un caviste ou un particulier, je vais payer au même prix. Comment voulez-vous vous développer? Vous êtes coincé. Vous ne faites que des clients qui sont des clones de vos clients actuels et qui donc vont acheter à 14 € par exemple dans l'exemple que j'ai montré. Donc vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas prospecter. Vous n'avez pas les moyens de prospecter parce que de toute façon, pour vendre à ce prix-là, vous n'allez pas en plus pouvoir financer une prospection, un salon, etc. Vous ne pouvez pas vendre à un professionnel parce que si vous lui vendez à 16 € la bouteille, c'est-à-dire, on enlève la TVA, mais au même prix qu'un particulier, lui va dire, ben moi, il faut que je vende aussi à 16 €, donc je vais vous l'acheter à 8. Donc c'est mort. Alors, à l'export, c'est la même chose. Donc le prix unique affiché à la cave, c'est le baiser de la mort. Vous êtes coincé sur votre clientèle historique, vieillissante, mourante, vous allez mourir avec. Donc, la seule solution, c'est l'agilité tarifaire. C'est-à-dire, vous devez affirmer la valeur de vos vins. La valeur, ça n'est pas le prix auquel vous le vendez aux clients depuis 30 ans. C'est ce qu'ils valent. Qu'est-ce qu'ils valent? Si je regarde les champagnes aujourd'hui, Jacquard, Feuillat, Mercier, Rothschild, etc., coûtent entre 20 et 22 € chez un caviste, dans un supermarché, etc. Est-ce que votre cuvée la plus modeste, elle est moins bonne que ça? Eh bien, si elle n'est pas moins bonne que ça, il n'y a pas de raison qu'elle vaille moins. Donc, votre première cuvée, elle vaut au moins 20 € et puis c'est tout. Voilà. Ça n'empêche pas peut-être de la vendre à 14 € aux gens qui vous l'achètent depuis des années. Mais en tout cas, voilà, elle doit être à ce prix-là. Et la meilleure cuvée, parcellaire, vieillie, je ne sais pas, par exemple passée sous bois, etc., un millésime qui a 10 ans, 10 ans sur latte, etc., c'est largement aussi bon que le brut sans année de Clicquot. Et le brut de sans année de Clicquot, il est entre 35 et 40 €, n'importe où. Et votre meilleure cuvée, elle doit être entre 35 et 40 €. Donc, votre gamme, elle doit démarrer à 20 € et elle doit aller jusqu'à 40 ou 45. Alors évidemment, ça se construit. Et puis surtout, n'oubliez pas cette logique, alors absolument imparable quand vous vendez, surtout quand vous vendez du luxe. Pourquoi c'est cher? Parce que c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est cher. Ça, c'est une règle de base dans les produits que nous vendons. Et n'oubliez pas surtout que les nouveaux clients qu'il faut conquérir aujourd'hui, ce qu'on appelle parfois un peu méchamment les bobos, mais tous les gens qui ont 30, 40 ans, etc., ils comprennent parfaitement cette logique. Un champagne à 14 € ne peut pas être bon. Terminé. Ça ne peut pas être bon. Donc, si c'est pas cher, c'est pas bon, j'en veux pas. Et en plus, quand vous avez affiché la valeur, vous pouvez la mettre sur votre site internet. Si quelqu'un voit votre champagne, ça démarre à 22 €, c'est quand même sérieux. Et puis la plus belle cuvée, elle est à 45, 47, 50. Voilà des gens sérieux. Donc vous avez sur votre site web le prix. Et là, je présente des exemples avec des clients avec lesquels j'ai travaillé. On a donc une grande réserve qui s'affiche sur le site web à 26,40 € avec en bas écrit tout petit, quantité importante, nous consulter. Parce qu'effectivement, des remises peuvent être appliquées. Mais fondamentalement, cette cuvée, elle vaut 26 € et quelques. Et puis, bien sûr, ce prix,
est le même sur les sites marchands. Si vous travaillez avec Twill, Les Grappes, Vivino, Vente à la propriété, etc., les vignerons indépendants, donc vous avez le même prix. Mais votre grande réserve, elle vaut 26,43, point. Et ça n'empêche pas que les gens qui, depuis 30 ans, vous l'achètent à 17 euros, l'achèteront à 17 euros, parce que, justement, nous allons mettre en place des remises qui seront mathématiques, qui seront organisées, qui respecteront la législation française. Seulement les nouveaux, eux, ils achèteront jamais à 17 euros. Ils auront une remise sur la base de 26,43, mais ils tomberont jamais à 17. Donc, eux, ils vont acheter plus cher, les nouveaux, et ça sera très bien. C'est comme ça que vous allez vous en sortir, parce que petit à petit, les anciens, avec les prix trop chers, ils vont mourir, et les nouveaux, eux, eh ben, peut-être que le prix minimum auquel ils achèteront, ça sera 19,50, 19,80 ou 20. Ils auront une remise de 6 euros par rapport aux 26, ils seront contents. Et ça restera un champagne qui a une valeur et qui a une qualité. Donc, je file pour respecter les délais. Je veux juste vous montrer quelques exemples, justement, de ce que l'on peut afficher à la cave une fois qu'on a construit ça ensemble. Vous avez un tarif à la cave où est affiché le tarif de base. Le tarif de base, eh bien, ça va être par exemple les 26 euros et quelques qu'on a vu tout à l'heure. Si votre client achète un carton, il sait tout de suite qu'il va avoir une remise de X% parce qu'il achète un carton. Donc, le tarif de base, ça sera par exemple 30 et quelques. S'il achète un carton, il ne paiera plus la bouteille que 26. S'il achète 4 cartons, il la paiera 25. S'il achète 8 cartons, il la paiera 23 ou 24, ainsi de suite. Parce qu'il aura une remise quantitative. Donc, quand il sera chez vous et qu'il dira, puisque c'est comme ça, je vais prendre un carton, vous pouvez lui dire, passez un coup de fil à un ami, vous avez peut-être des copains qui seraient heureux d'acheter avec vous, et tous ensemble, au lieu de l'acheter à 31 ou à 26, vous l'achèterez à 25. Mais en tout cas, pas à 17. En revanche, quand votre vieux client fidèle viendra avec son déambulateur, lui, il achètera à 17. Mais c'est un autre problème. Personne ne le saura. C'est valable aussi quand on est sur les foires. Quand on est sur les foires, au lieu d'afficher 14 ou 15 euros, etc., on met franchement le prix de base, c'est-à-dire le prix au détail à la propriété, qui est cher. Donc, par exemple, la bouteille de brut, elle est à 26 euros. Mais au lieu d'insister lourdement sur 26 euros, ce que l'on dit, c'est achat par un carton complet, 5 bouteilles achetées, une offerte. Achat par 3 cartons, remise de temps. Quantité supérieure, nous consulter. Et les clients, je peux vous le dire parce que mes clients le font maintenant depuis des années, les clients qui passent dans la foire viennent sur ce stand parce qu'on leur parle d'une remise. Et ils achètent la remise et ne s'inquiètent pas tellement du prix après. Donc ils viennent plus parce que vous leur dites la 5e bouteille est gratuite que chez le voisin qui dit chez moi c'est 14 euros. 14 euros, ça ne peut pas être bon. Les clients fidèles l'achètent, mais les nouveaux disent à ce prix-là, ça ne peut pas être bon. Ça, c'est extrêmement important. Ça se retrouve également sur des bons de commande. Quand on fait des bons de commande, eh bien, voilà, on va avoir, là, c'est un exemple, le bon de commande pour 3 cartons. On rappelle le prix de vente au détail. Donc, par exemple, le prix de vente au détail de la cuvée la moins chère, c'est 27,90. Mais comme vous avez une remise parce que vous achetez 3 cartons, eh bien, vous allez l'acheter finalement beaucoup moins cher. Et c'est légal parce que c'est mathématique et qu'il y a des conditions précises. La remise 3 cartons est applicable à nos nouveaux clients dès l'achat de 3 cartons complets. Et il y a une remise spécifique pour tel et tel article parce que, comme c'est rare, eh bien, il y a une remise inférieure. Donc, vous pouvez jouer avec vos tarifs. Et ça, c'est très important. Jacques, vous retrouvez ça aussi dans les mailings. Il va falloir conclure, Jacques. Voilà. Vous retrouvez ça aussi dans les mailings. Quand vous envoyez vos mailings, vous remettez toujours la valeur, c'est-à-dire le prix au détail. Donc, ma bouteille est chère. Là, par exemple, ma bouteille vaut 23 euros. Mais comme vous êtes justement un des nouveaux clients dont parlait M. Trépeau dans sa segmentation, à ces clients-là, vous enverrez un mailing où il y a la remise correspondant à l'achat de 6 bouteilles. Au lieu d'acheter à 23,07 euros, il va acheter à 19,15 euros. Et là, toujours segmentation, pour vos vieux clients qui ont l'habitude d'avoir la remise maximum et d'acheter donc au prix minimum, ce sera un autre bon de commande
toujours avec le prix de base pour qu'ils se rendent compte à quel point ils ont une remise qui les privilégie, toujours le prix donc au détail à la propriété, et puis le prix après leur remise, où là, ils se rendent compte qu'ils ont vraiment gagné. Donc on est en plein dans justement l'exploitation du fichier client et la segmentation. Donc ça, c'est très important. Et puis vous avez ensuite, bien sûr, des bons de commande pour les pros. Dans le bon de commande pour les pros, on précise toujours la valeur, c'est-à-dire le prix de vente au détail à la propriété, la remise que vous appliquez au professionnel, le prix net auquel il va acheter et surtout, ce qui est extrêmement important dans la dernière colonne, l'hypothèse de prix public. C'est-à-dire que vous prouvez au professionnel, au revendeur, au caviste auquel vous parlez, vous lui prouvez qu'avec la remise que vous allez lui accorder, il est en mesure de vendre à votre prix à la propriété. Je prends là l'exemple. Donc la bouteille à la propriété, elle est vendue 34,50. Il y a une remise qui fait que lui va pouvoir vendre entre 35 et 40 euros la bouteille. Donc il va pouvoir être à votre prix. Vous ne court-circuitez pas. Pour vendre à un pro, c'est absolument impératif. Et puis évidemment, on a la même chose après sur l'export et surtout, quelque chose qui manque souvent, on a de véritables conditions générales de vente qui vous protègent, qui vous mettent du bon côté de la loi et qui sont également une façon d'affirmer votre professionnalisme. Voilà, ça marche aussi bien sûr sur l'export. D'accord. OK. Donc, le point est simple. Si vous n'avez pas cette agilité tarifaire, si vous ne partez pas d'une valeur et d'un système de remise légal, mathématique précis, vous ne pourrez jamais sortir de ce type de clientèle avec lequel vous travaillez et qui est un type de clientèle qui, fondamentalement, vous envoie dans le mur parce qu'il est fermé et il est mourant. Voilà. C'est fini. Merci beaucoup, Jacques. C'est très intéressant cette analyse de la stratégie tarifaire. C'est effectivement un élément important dans la stratégie de vente. Donc, si vous pouvez arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse passer à la présentation. Le partage d'écran, arrêtez de partager. Voilà, comme ça, on va pouvoir passer. Merci beaucoup. La parole à Yvan Daubré, donc du domaine du corps du loup en Côte-Rôtie, qui va partager avec nous son expérience à travers l'initiative qu'il a prise pendant le confinement avec la création de ces e-visites. Très bien, merci Philippe Aran. Donc oui, bien sûr, je partage juste ça, voilà. C'est juste une transition voilà, pour présenter, vous voyez des images du domaine en fond. Donc juste, je fais une petite précision par rapport à ce que vous avez dit, M. Aran. C'est mon père qui a créé le domaine en 91. Moi, je suis arrivé il y a 4-5 ans. Voilà. Juste pour rendre à César ce qu'il y a à César. Donc, on est un petit domaine familial en Côte-Rôtie. On a 5 hectares de terrain plantés. Donc, petite production, hein, ça n'a rien à voir avec le champagne. Donc, voilà. Notre modèle de vente, pour préciser, on est sur de la vente au caveau, essentiellement. On fait énormément, donc comme a dit Jacques Dabert, qui est très important, c'est par contre pour le no-tourisme, des propositions d'expérience au domaine, donc au travers de visites, en temps normal, de visites du domaine, on va visiter les vignes, on va faire expliquer la vinification, on va aller dans les chais, tout en racontant des histoires sur le nom du domaine, pourquoi Corps de Loup, comment ça s'appelle ça, comment ça a démarré, etc. Donc c'est très important, c'est effectivement, comme dit M. Dabert, j'ai vraiment bien apprécié cette intervention. La personne, quand elle va acheter la bouteille, elle n'achète pas le vin, elle achète ce qui va ensemble, l'expérience qu'elle a découverte, la découverte de la passion du vigneron, ces choses-là. Et c'est vraiment très, très important. Je rejoins entièrement à 100% M. Dabert là-dessus. Donc, nous, ça fait depuis l'an 2000 qu'on fait ces visites sur le domaine. Donc, au fur et à mesure du temps, ça s'est énormément développé. On a la chance d'être à côté de Lyon. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont aller faire un petit week-end, se faire cet endroit, cet espace-là pour faire des visites et se poser. Voilà. Donc, nous, pendant le confinement, effectivement, on a été un peu bloqués parce que personne ne pouvait sortir de chez soi. C'était début mars, donc c'est vraiment le début de la saison, en plan normal. Donc là, on en sort
ça commence à respirer un peu. Et du coup, avec mon père, on a réfléchi, en fait, on réfléchissait déjà à une époque à une offre de e-visite, donc de visite virtuelle, où tout simplement la personne visite le domaine, le même type de visite, mais à distance, c'est-à-dire que par le biais de Skype, en l'occurrence chez nous, la personne est là avec nous et on peut discuter, on lui présente la visite qu'on fait en temps normal. Et la petite particularité, c'est que nous, à l'avance, on va envoyer un contenu. Donc, je vais essayer de vous trouver ça. Je vais enlever, il faut que j'arrête le partage. On envoie un petit contenu donc, qui va contenir des V-notes, ce qu'on appelle des V-notes chez nous. Voilà, je le rends pour moi. Donc, dedans, il va y avoir, on a choisi de présenter les vins qu'on produit, parce qu'on en produit en Condrieu et Côte-Rôtie. Donc 4 cuvées Côte-Rôtie et un Condrieu, dans lequel on va rajouter des verres à vin. Donc là, c'est des verres Côte-Rôtie que j'ai mis à l'époque, mais bon, c'est des verres à notre effigie au moment. Un anti-goutte, un bouchon anti-ox, une carte de la Côte-Rôtie pour étayer les discours, et notamment en plus aussi des échantillons des parcelles, des différentes parcelles sur lesquelles on est. Nous, on distingue sur 2 terroirs en Côte-Rôtie, côte blonde, côte brune. Ça permet vraiment au client de voir ce que c'est, de toucher, de regarder, de sentir, enfin, ce qu'il a envie, mais effectivement, c'est vraiment une expérience. Donc, la personne, c'est pas juste, elle va là, elle visite, et on lui raconte quelque chose, en fait, on lui raconte vraiment une histoire. C'est hyper important. Donc, les visites, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous a impliqué, comment ça a marché de faire des visites? C'était un peu complexe. Parce qu'il faut trouver, déjà il faut avoir un endroit avec du bon réseau, et c'est pas évident. Nous on est dans la vallée, donc c'est une crevette, comment non, un trou, une vallée quoi. Et le réseau ça passe pas bien, c'est horrible. Donc du coup on a été obligé de mettre des antennes relais pour qu'il y ait du réseau qui passe et que la qualité de vidéo soit correcte. Après si vous avez la fibre chez vous, c'est royal. Donc du coup il y a ça. Après, ça implique pas mal de coûts, notamment des frais d'envoi, parce qu'effectivement, ça dépend comment vous faites l'offre, mais nous, on a prévu de faire cette offre pour des groupes de 1 à 6 personnes en temps normal, et après, c'est sur devis. Seront non plus nombreux. Si la personne veut plusieurs box à des endroits différents, ce n'est pas les mêmes coûts. C'est un peu compliqué, mais on s'en sort en général, parce qu'on a la chance de pouvoir, enfin c'est une chose que je veux, c'est de pouvoir discuter directement avec les gens une fois qu'ils ont fait leur commande pour avoir vraiment une offre qui leur corresponde. Donc nous, comme en Champagne, je pense que vous avez plus de visiteurs que nous. Nous, on tourne à 7000, 8000 visiteurs par an sur les mini-visites, sur les visites, enfin sur toutes les différentes visites qu'on fait. Et du coup, ça permet de personnaliser un peu les offres. Donc c'est tout, c'est une offre qu'on a intégralement fait par des propres moyens, des études. On n'est pas passé par des pros, on n'est pas passé. On a réfléchi à faire des visites qui soient déjà préprogrammées, pré-filmées, etc. Mais ça ne nous allait pas, ça ne nous convenait pas dans le sens où il faut qu'il y ait vraiment, ce qui est important, c'est qu'il y ait dialogue, qu'on puisse partager quelque chose. Sinon, en fait, c'est creux, quoi. Dans le court terme, ça nous a apporté énormément de pubs parce qu'effectivement, c'est quelque chose. Enfin, pendant le confinement, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et nous, on travaille énormément en collaboration avec l'Office de tourisme de Vienne. Et donc, ils se sont saisis de ça. Ils ont transmis, ils ont fait des dossiers de presse. Ils ont transmis à différents journaux du coin. Ça s'est transformé en des articles dans des journaux de viticole, etc. Donc, c'était plutôt bien, même à la radio aussi. Donc, dans le court terme, c'est plutôt intéressant. Donc, à voir avant. On parlait de pub tout à l'heure en off, avant, avec les messieurs du Champagne, en disant que la première taille est importante pour les grappes, etc. Et c'est la première personne qui va attirer l'attention sur son domaine, etc. Ben là, c'est un peu pareil. On peut se faire un coup de pub là-dessus. Et donc, sur le long terme, ce qui est intéressant, c'est une proposition de visite qui est durable et qui est surtout, là, nous, c'est quelque chose qui se fait en France pour l'instant, mais je pense vraiment que c'est une œuvre qui peut intéresser énormément les Américains
et notamment en Asie, Chine et Japon. Chine et Japon, parce que déjà, vous avez déjà vu des touristes chinois ou japonais chez vous, ils sont très friands de photographie, et donc tout ce qui est technologie, etc., ça les intéresse vraiment, et ils sont toujours curieux de voir ça, et c'est des gens, quand ils voyagent, ils n'hésitent pas à mettre le prix pour voir ce qu'ils veulent. En France, un peu plus difficile. Il y a un autre intérêt aussi, on en parlait, c'est, il me semble, Philippe Guillard qui en parlait en début, de faire des choses, les gens veulent faire des choses qui soient dans le durable, dans l'écologique. Et effectivement, le fait de ne pas se déplacer, c'est quelque chose qui peut parler aux gens, et notamment au fait que ça apporte une vie à des gens qui ne sont pas capables de se déplacer. Pour nous, sur notre vignoble, on est en pente et on ne peut pas accueillir des personnes en situation de handicap, par exemple. Et donc, du coup, c'est une offre qu'on peut leur proposer. Là, on est en train de travailler avec des EHPAD, notamment, des choses comme ça. Et en fait, on n'y pense pas. Mais c'est des personnes qui ont des moyens, qui peuvent, même si ce n'est pas pour boire pour eux, ils peuvent offrir du vin, etc. Tout est possible, en fait. Il faut suffire de proposer l'offre. Voilà. Et donc, je crois que j'ai fait le tour pour moi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Yvan. Je vous en prie. C'est vraiment intéressant de voir comment votre réflexion de départ a évolué aussi vers d'autres perspectives, notamment par rapport à l'attractivité pour des clientèles étrangères, parce que et notamment lointaines, c'est une vraie problématique qui se pose à nous comme aux autres. Et c'est vrai que imaginer des nouvelles offres attractives pour ces clientèles, c'est ça. Et puis, très bien. Voilà, il faut trouver les bons moyens, mais de communication. C'est vrai que nous, on est un petit domaine, donc là, on utilise vraiment les moyens de communication locaux, mais en international. Après, il faut trouver les bons outils. On va passer un concours là. Je crois que c'est comment ça s'appelle, ITER Vitis Award. ITER Vitis Award, oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. On s'inscrit pour ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Et si ça donne, justement, ça permettra de nous propulser peut-être dans le marché européen et international. Voilà. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos intervenants. Laura, est-ce que nous avons eu des questions durant cette heure de web séminaire? Bonjour. J'ai écouté toutes les interventions, ont été très, très pertinentes. Du coup, je voulais remercier. Avec mention pour Jacques Dabert, comme vous n'avez pas fini votre intervention, peut-être ça pourrait faire le sujet d'un autre webinaire où vous auriez plus de temps. Comme ça, surtout que le sujet il est très, très intéressant. Bon, sur le No-Tourisme Lab, Philippe il a déjà dit tout ce que c'était dit. Je voulais juste mentionner en plus le fait qu'on a la chance d'être un des peu structures de ce type dont les membres fondateurs ils s'impliquent actifs dans l'accompagnement. Et ça nous donne énormément de force et des avantages, soi-disant. Du coup, on les remercie. Et du coup, vite fait, je vais passer aux questions. Une question par personne peut-être pour faire, oui. Parce qu'on est déjà très en retard. Pour Philippe, est-ce que pouvez-vous donner des exemples d'expériences immersives? Oui, bien sûr. Alors, une expérience, je vais donner des exemples d'expériences immersives réussies, plutôt. Donc, une expérience immersive, c'est une expérience dans laquelle le client va vraiment avoir l'impression de vivre une expérience unique. C'est-à-dire d'avoir accès au savoir-faire du domaine et du vigneron, d'avoir accès à ses secrets et de pouvoir vivre finalement à l'intérieur de ce domaine. Donc, une bonne expérience immersive, c'est celle qui va ressembler le plus finalement au domaine et puis aux passions qu'il développe. Je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple d'un domaine qui est passionné d'agroforesterie et qui a implanté des arbres dans ses vignes. Bon, une expérience immersive
immersif, ça va être de pouvoir véhiculer cette passion et de faire vivre ce qu'est l'agroforesterie dans les vignes. Donc d'organiser un pique-nique, par exemple, avec s'il y a des arbres fruitiers, de commencer cette expérience avec une cueillette de fruits, de pouvoir voir comment l'agroforesterie a influencé l'écosystème avec les insectes, les oiseaux, etc., et d'expliquer comment c'est bénéfique pour la vigne, etc., etc., et de terminer par un pique-nique avec des produits locaux, bio, Sylvain et bio, etc., etc. Après, il y a plein de choses. Hein. C'est aussi une expérience qui va mettre en avant les atouts du domaine. S'il y a un paysage exceptionnel, si le patrimoine architectural de la région est exceptionnel aussi, bon, on peut organiser des événements de dégustation au moment des journées du patrimoine. C'est vraiment de s'immerger dans un terroir en particulier et de mettre en avant tous ces atouts. Ok, Voilà. ok. Nous n'allons pas rentrer plus en détail parce que... Ouais. Ouais. Nous allons continuer du coup. La prochaine question, c'est pour Bertrand. Quel logiciel ou plateforme de gestion client recommandez-vous pour les domaines viticoles? Alors, c'est une question qui est un peu compliquée parce que travaillant pour C2R, je ne dois pas faire la pub pour un quelconque logiciel. Je peux juste vous dire que le plus courant qu'on voit chez les vignerons, bah, c'est celui qui avait développé en son temps C2R informatique, qui a été repris par et qui s'appelle Isavine, qui a été repris par Isagri. Maintenant, je n'irai pas dire que c'est le meilleur, ce n'est pas ma place et je ne parlerai pas des autres. C'est une question embarrassante pour l'indépendance qui est celle de mon cabinet comptable. Ok, ok. Vous avez eu la chance avec cette question. Question pour Jacques. Comment faire évoluer les prix en douceur? Ça, c'est effectivement... Pardon. Vous m'entendez? Je ne suis pas sûr. Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Bon, très bien. Faire évoluer les prix en douceur, déjà, c'est donc justement segmenter ses clients et faire en sorte que chaque client ait un prix différent, mais dans une organisation qui respecte la réglementation, puisqu'il est interdit de faire des prix discriminatoires. Simplement, on a le droit de faire des prix différents quand on a mis en place un système de remise. Et donc, chaque client répondant aux conditions d'une remise va avoir droit à cette remise. Simplement, il se trouve que souvent, les clients n'y ont pas droit. Et donc, vous gagnez plus d'argent. Le deuxième point, c'est de faire évoluer votre gamme. C'est-à-dire que dans les systèmes que je construis, on parle toujours en indice en prenant un point de repère qui est généralement la cuvée 75 centilitres la moins chère. Ça sera notre base 100. Et à partir de là, l'ensemble des cuvées et l'ensemble des calibres, c'est-à-dire demi-bouteille, magnum, etc., sont exprimés par rapport à cette base 100. Et c'est là qu'on s'aperçoit souvent qu'il y a encore un peu à gagner. Très souvent, par exemple, le demi-sec est vendu au même prix que le brut. Or, il n'y a aucune raison de vendre le demi-sec au même prix que le brut. D'ailleurs, il entraîne des surcoûts d'étiquetage, d'habillage, etc. Donc, le demi-sec peut parfaitement être 3 ou 4% plus cher que le brut. Souvent, le rosé est vendu à peine 10% au-dessus du brut sans année. Or, les clients peuvent très bien admettre qu'un rosé soit vendu 15% plus cher. Donc, au fil du temps, parce que je travaille toujours avec mes clients sur des plans qui sont au moins à 4 ou 5 ans, au fil du temps, on va, ce que j'appelle, ouvrir l'accordéon, de telle sorte qu'à gamme identique, les cuvées s'éloignent les unes des autres et que de façon très souple, les prix relatifs montent. Donc la cuvée de base va augmenter, mais les cuvées hautes vont, elles, chaque année, augmenter un peu plus afin d'atteindre la structure cible qu'on s'est fixée, à atteindre en 3, 4 ou parfois 5 ans. Ok, je vous remercie. Et la dernière question pour Yvan, quel est le tarif de l'offre de visite, de la e-visite en fait? Tout à fait, oui. Alors en fait, c'est variable. Donc en fait, si vous êtes seul, vous allez payer le prix fort, donc, qui est de 130 €. Et si vous êtes 6, vous allez payer 175 €, mais à 6. Voilà.
Donc, je n'ai plus les chiffres exacts. Je peux vous retrouver ça en 2-2. Je vais regarder vite fait. Il me semble que j'avais trouvé ça. Alors, j'ai plus. Enfin bon, 75 divisé par 6, vous l'aurez. Voilà. D'accord. Ok, c'est bon pour moi. Je vous remercie à Très tous bien. pour les réponses et pour toute cette intervention. Bien, bah, écoutez, on arrive donc au terme de ce web séminaire. Merci de votre participation et puis merci beaucoup évidemment à nos 4 intervenants de qualité. Je suis certain que ça vous a donné matière à réflexion et surtout à action. Je pense que c'est ça le plus important. Que vous regardiez ce web séminaire en direct ou en replay, si vous souhaitez recevoir les présentations de nos intervenants, bah, laissez un message sur le chat de la page Facebook et on vous les adressera sans problème. Je remercie aussi ceux qui ont permis techniquement l'organisation de ce web séminaire. Le SGV avec Alain Julien, les collaborateurs de l'ADT, Thibaut, Laura, Fanny. Et puis on se retrouve jeudi prochain, pour ceux que cela intéresse, pour un deuxième web séminaire organisé par le No Tourisme Lab avec cette fois la communauté d'agglomération d'Épernay, avec pour intervenant Marc Jonas, qui est consultant en œnotourisme, pour évoquer un sujet qui est celui donc, de l'accueil œnotouristique et de la valeur ajoutée de la relation client. C'est également évidemment un sujet important. Donc, eh bien, écoutez, pour ceux que ça intéresse, on se retrouve jeudi prochain. Et en attendant, merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.